Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Alors cette semaine, vous le voyez, il sera question du VinFast VF8 qui fait énormément jaser. On parlera brièvement du retour du Jeep Cherokee, mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière, quelle était la seule voiture sous-compacte vendue en 1990 à avoir été dotée d'un sac gonflable côté conducteur? Mais la réponse était la Dodge Omni et la Plymouth Horizon, une voiture à laquelle on avait adapté pour 1990 à sa dernière année de commercialisation. La même colonne de direction, le même volant qu'une Dodge Shadow Plymouth Sundance qui exploitait également des sacs gonflables. Alors, c'était la seule voiture offerte avec cette technologie-là. Mais évidemment, dès 1991, la voiture est disparue et on a vu apparaître de nouvelles voitures avec sacs gonflables cette fois. Mais pour 1990, c'était la seule voiture. On parle également de Nissan cette semaine qui fait les manchettes avec un rappel concernant la Nissan Sentra, le Nissan Pathfinder et l'Infiniti QX4, un modèle qu'on avait pratiquement oublié et avec raison parce que ce sont des modèles rappelés dont la production a débuté en 2002 et a cessé en 2006. Dans le cas du QX4 d'Infiniti, c'était 2002 et 2003. Alors on rappelle ces modèles-là parce qu'on aurait un sac gonflable défectueux provenant encore une fois de chez Takata. Donc, on rajoute sur le tas les centaines de milliers de sacs gonflables qu'on a déjà rappelés chez Takata pour le constructeur Nissan. Mais évidemment, ce sont des modèles dont la plupart ont déjà été retirés de la route, sont déjà à la casse. Alors, ça sera un rappel peut-être insignifiant par rapport au nombre de véhicules qu'on a produits et commercialisés. Encore une fois, parce qu'il n'y a plus beaucoup de ces unités qui sont sur la route. Mais ça concerne davantage peut-être le marché américain où la longévité des voitures est certainement meilleure que chez nous. On sait que c'est des voitures qui avaient tendance à rouiller énormément. Alors les Sentra de 2002 à 2006, on les compte pratiquement sur les doigts d'une main aujourd'hui sur les routes du Québec, mais évidemment qu'aux États-Unis, ils risquent d'en avoir davantage. Triste nouvelle qu'on a annoncée cette semaine, c'est-à-dire la fin définitive du Salon international de l'Auto de Genève, qui pour moi était le salon le plus intéressant de cette planète. J'ai eu la chance de le visiter à 4 reprises. Bon, évidemment, avant la pandémie, on dit qu'en 2019, il y avait eu plus de 600 000 visiteurs à cet événement et lorsqu'on a recréé le salon pour 2024, 168 000 personnes se sont présentées au salon. C'est trop peu, évidemment, considérant l'ampleur de l'événement. Alors, on a décidé tout simplement de tirer la plug, comme on dit en bon français. Cet événement-là n'aura plus lieu. C'était le salon automobile européen où on retrouvait non seulement l'ensemble des marques, mais aussi des préparateurs, des constructeurs plus locaux qui dévoilaient chaque fois des véhicules affriolants. Alors, dommage que cet événement-là soit disparu, mais on s'attend bien sûr à ce que les salons automobiles subissent ce même sort au fil des années. Et il y a un désintérêt marqué pour ces événements-là, à moins bien sûr qu'on parle de salons régionaux où là, les marchés sont différents et où il y a encore un attrait. VinFast VF8 maintenant, on en entend énormément parler. Le véhicule connaît un succès surprenant sur le marché du Québec. On livre chaque mois plus d'une centaine d'unités du VF8 chez les quelques concessionnaires qui ont déjà pignon sur rue au Québec. Alors, c'est vous dire le succès de cette nouvelle marque vietnamienne qui est débarquée en fin d'année 2023, non pas sans avoir connu plusieurs problèmes de fiabilité, de qualité initiale. On est à améliorer cette qualité-là. Et il y a encore des bobos, croyez-moi, j'ai pu mettre ce véhicule-là à l'essai sur plus de 300 km et je vous nomme en rafale quelques problèmes que j'ai pu constater. D'abord, la colonne de direction électrique qui ne fonctionne pas, le plateau pour recharge pour appareil mobile qui ne fonctionne pas, l'application Apple CarPlay qui va s'éteindre sur l'autoroute. Remarquez que ce problème-là provient de chez Apple, non pas de chez VinFast. On l'a vu sur d'autres véhicules, mais je voudrais qu'il y ait des vis de conception comme le frein à main qu'il faut désengager chaque fois qu'on déplace le véhicule, chaque fois qu'on l'embraye. En fait, pour moi, c'est un vice de conception. Et c'est un véhicule sur lequel il faudra travailler la suspension qui est, à mon avis, très mal calibrée. On sent évidemment le poids du véhicule sur la route, mais on sent aussi que la suspension
pourrait faire un meilleur boulot. Alors, il y aura du peaufinage à faire au fil des ans. Il faudra aussi alléger la masse du véhicule parce que c'est un véhicule qui pèse 2600 kg. Il faut dire qu'ici, c'est la version Plus avec Ensemble Performance, donc la plus lourde de toutes, mais quand même, c'est extrêmement lourd. C'est 1150 livres de plus qu'un Tesla Model Y Performance. Alors, une masse injustifiée. Ça explique pourquoi l'autonomie est moindre et la consommation énergétique est plus élevée que du côté de chez Tesla. Cela étant dit, belle qualité de fabrication. Je m'attendais à un véhicule assemblé à la hâte et ce n'est pas du tout le cas. C'est un véhicule solide avec un habitacle accueillant, des sièges plus ou moins confortables pour être honnête. J'aurais aimé avoir des sièges mieux coussinés avec plus de réglages. Mais l'habitacle est très spacieux. On a une soute à bagages sous le capot avant, ce qui en fait un véhicule pratique. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais quand même un avantage par rapport aux produits Chevrolet qui n'en offrent pas, par exemple. Et dans les faits, c'est un véhicule qui va consommer, selon la version, entre 21 et 25 kWh par 100 km. Donc, plus que la compétition, mais certainement moins que ce qu'annonce le guide Energuide de Transport Canada, où on va jusqu'à 45,6 kWh par 100 km de code de consommation combiné, ce qui est absolument faux. Le véhicule que j'ai pu mettre à l'essai, cette version-ci, en fait, après 300 km, je suis à un peu plus de 22 kWh par 100 km. On est en situation estivale, donc idéale, mais la consommation, bien que plus élevée que la moyenne, n'est pas au niveau de ce qu'on annonce du côté de chez Transport Canada. Alors, un produit qui n'est pas inintéressant. Je pense que la marque a énormément d'avenir. VinFast est aussi un constructeur qui a les reins solides et qui est capable de faire face à la musique. C'est probablement la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir parce que beaucoup de gens sont craintifs à l'idée de sauter dans l'aventure d'une nouvelle marque inconnue du grand public. Mais il y a des gens qui le font et qui sont visiblement satisfaits de leurs produits. C'est aucunement passionnant à conduire. On n'achète pas ça, évidemment, par passion. On l'achète parce que c'est un produit rationnel et parce qu'il est moins cher que la compétition. En fait, les prix vont varier en incluant les crédits gouvernementaux de 45 325 à 52 425. En fait, c'est le prix de cette version-ci. 52 425 en incluant les crédits gouvernementaux applicables, 12 000 taxes incluses, mais ça débute à 45 325 et les taux de financement et de location sont extrêmement alléchants. Ça fait toute la différence par rapport à des véhicules que vous pourriez vous procurer chez Chevrolet, chez Volkswagen, chez Hyundai, chez Kia par exemple et chez Tesla aussi. Chez qui les taux de financement de location sont quand même assez élevés. Alors, pour vous donner une idée, taux de financement qui vont varier de 0,99 à 3,99 et ça jusqu'à 96 mois le taux de financement. Et en location, pour un 4 ans, vous êtes à 2,49 de taux de location avec un résiduel à 50 Donc, c'est extrêmement agressif. Et ça fait en sorte que vous pourriez louer, par exemple, un VinFast VF8 version Eco, donc de base, avec 402 km d'autonomie annoncée et 349 chevaux de puissance pour un montant de 524 taxes incluses par mois, 20 000 km par année. Donc, c'est très, très attrayant comme produit. On comprend que la clientèle soit attirée vers ce produit-là. Et en ce qui me concerne, je pense que la version Plus vaut la peine d'être sélectionnée, mais je laisserai tomber cette version Performance qui apporte un peu plus de puissance, mais qui coûte pratiquement 50 km en autonomie. Et honnêtement, la différence de puissance est présente, mais certainement pas nécessaire pour la très, très grande majorité des acheteurs. En terminant, on a appris cette semaine que Jeep avait l'intention de ramener le Cherokee sur le marché. On sait qu'on ramène également le Compass, qui aura une nouvelle génération fabriquée chez nous au Canada. Mais le Cherokee fera aussi son retour. Alors, on veut ramener des véhicules plus accessibles dans la famille Jeep. C'est une bonne nouvelle. Il faut dire que le Cherokee a été un produit marquant pour la marque Jeep depuis le début des années 80 dans sa version Cherokee développée en collaboration avec Renault jusqu'en 2001, puis par la suite lorsqu'on l'a relancé en 2014 pour l'abandonner tout récemment. Et ma question de la semaine concerne justement le Jeep Cherokee. Quel a été le véhicule qui de 2002 à 2012 a remplacé le Jeep Cherokee sur le marché nord-américain? La réponse la semaine prochaine.